Alors, s'il vous plaît. Alors, on souhaite la bienvenue à l'Institut de planification des soins. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous avez 15 minutes pour faire votre présentation, suivi d'un échange avec les membres de la Commission. S'il vous plaît, donnez à nous vos noms, vos titres. Et les prochaines 15 minutes, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, ministres et députés, nous vous remercions de l'opportunité que nous avons de faire valoir nos propositions aux modifications du projet de loi 52. Je vous présente ici Maître Denise Boulet, que d'ailleurs certains d'entre vous connaissent parce qu'elle a déjà été entendue à la commission itinérante, avocate en droit de la santé et des aînés et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, et Maître Boyd, qui s'est jointe récemment à un organisme qui s'appelle l'Institut de planification des soins, que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. Elle est aussi membre du conseil d'administration d'un organisme qui est bien connu, qui s'appelle la clinique juridique Juripop. Elle s'occupe beaucoup des groupes communautaires et elle est intéressée par le droit des aînés. Elle nous a aidé beaucoup dans notre travail concernant les directives médicales anticipées et des dispositions logistiques là, qui étaient quand même assez importantes. Alors moi, j'ai déjà eu le privilège d'être entendue dans la commission itinérante et de produire des mémoires. J'en garde un très bon souvenir et je suis maintenant présidente de l'Institut de planification des soins, qui est un institut, qui est un organisme à but non lucratif que nous avons formé à la fin de 2011, qui est une organisation qui s'occupe surtout d'éducation, de soutien aux personnes qui désirent planifier leurs soins de vie, que ce soit des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives chroniques, comme la maladie de Parkinson, la SLA ou l'Alzheimer, ou des personnes qui veulent tout simplement faire leur directive médicale anticipée et s'occuper de prévoir pour la fin de leur vie. Alors, l'Institut a aussi une mission scientifique de recherche et de publication. Nous avons un site Internet que nous vous encourageons à regarder et où il y a quelques publications. Nous publions des cahiers régulièrement sur tous les sujets qui peuvent intéresser de près ou de loin les soins, la planification des soins. Alors, d'entrée de jeu, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous voudrions vous féliciter du travail que vous faites en commission, du travail non partisan que nous trouvons vraiment très intéressant. Nous allons commencer tout de suite par la fin. L'article 60 du projet de loi qui représente une modification à l'article 12 du Code civil du Québec. Nous aimerions faire une représentation assez courte là-dessus. L'article 12 du Code civil du Québec est un article qui concerne le consentement aux soins et les critères qu'on doit employer quand une personne consent pour autrui. Alors, le barreau, le comité des experts et notre institut ont demandé à plusieurs reprises que l'article 12 soit en lien avec la philosophie du projet de loi 52, c'est-à-dire que la priorité soit donnée au respect des volontés des personnes et non pas à leur intérêt tel que vu subjectivement par les personnes qui sont à l'extérieur de la situation. Alors, malheureusement, le projet de loi 52 n'a pas retenu cette idée et nous rappelons que dans les provinces du Canada, priorité est donnée au respect des volontés exprimées. Dans les documents internationaux comme l'ONU, qui a des conventions sur le droit des handicapés, la priorité est donnée également au respect des volontés. Et nous aimerions que la commission parlementaire se penche un peu sur le sujet pour peut-être reviser sa proposition. Voici ce que nous suggérons. Nous suggérons que l'article 12 soit modifié comme suit. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu de respecter les volontés de cette personne. C'est le premier principe. Ensuite, à moins de motifs graves à l'effet contraire, auquel cas il devra agir dans le seul intérêt de cette personne. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de conflit entre l'intérêt et le respect des volontés. Il y a le respect des volontés et ensuite, si on ne peut pas les appliquer d'une façon ou d'une autre, on ne les connaît pas. La personne a toujours été inapte, donc elle n'a pas pu manifester de volonté. Alors là, on se fie sur l'intérêt qui a les guidelines, un peu, excusez-moi le terme anglais, dans le deuxième alinéa de l'article 12. Alors, c'est notre proposition là-dessus.
Maintenant, moi, je vais essayer d'être très brève. J'ai vu que ça faisait l'objet de d'autres commentaires avant moi. Je dois vous parler de l'accès à l'aide médicale à mourir dans l'ensemble du projet de loi, tel que les gens qui ont répondu à un questionnaire que nous avons fait sur Internet aux gens qui consultent notre site, aux discussions qui ont eu lieu, parce que nous avons des groupes de discussion, et aussi aux gens qui nous consultent quand on donne des conférences. On pourrait vous dire qu'il y a unanimité sur le fait que les gens veulent aller dans les maisons de soins palliatifs et veulent avoir l'aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs. Et c'est remarquable. Les maisons de soins palliatifs ont une excellente réputation et les gens voudraient ce service. Autre problème au niveau de l'accès, et là je pense que je vais vous poser la question, vous me répondrez tout à l'heure, c'est l'article 65. L'article 65 qui concerne les soins à donner, les soins palliatifs dans les centres hospitaliers généraux ou spécialisés qui donnent déjà des soins palliatifs. D'après ce que j'ai compris, ils ne seraient pas obligés ou ils ne seraient pas soumis à la loi. Ils pourraient continuer de donner des soins palliatifs sans donner les soins de fin de vie comme tels. Alors là, nous, on se demande un peu si les maisons de soins palliatifs sont libérées de leurs obligations parce qu'elles ont la plus grande discrétion possible. Elles peuvent donner des soins, puis c'est à peu près tout, si elles le veulent ou elles le veulent pas. Puis on connaît un peu la mentalité de ce côté-là, alors on présume qu'il n'y aura pas beaucoup d'aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs. Si les centres de soins aigus et des soins généraux n'en donnent pas non plus, alors quelle est l'alternative? Finalement, les soins palliatifs, les soins de fin de vie, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative terminale pourraient se donner dans les CHSLD. Ben là, on comprend qu'ils vont le faire pour leur propre population. Puis comme les lits sont tellement rares et les gens pourront pas, il pourra pas y avoir de clinique d'aide médicale à mourir dans les CHSLD. Je pense que c'est pas la solution. Maintenant, l'aide médicale à mourir à domicile. Le monsieur qui me précédait tout à l'heure en parlait. On sait que le problème des aidants naturels est aigu en matière de soins palliatifs. Les ressources sont là ou quelquefois ne sont pas là, mais mettez-vous dans la peau de 90% sont des femmes, de la personne qui a à peu près le même âge que la personne qui va décéder, qui a dans son frigidaire et dans son armoire des seringues que probablement elle sait pas trop exactement qu'est-ce qu'elle va faire avec, mais on lui confie à elle le mandat de donner des soins et des soins infirmiers. Elle est même dans un état émotionnel très fragile. Elle est épuisée et puis il faut qu'elle s'occupe, qu'elle mobilise, qu'elle lave, qu'elle s'occupe d'une personne qui va mourir et qui est son proche. Imaginez-vous la difficulté. Moi, je suis assez âgée pour avoir connu la question de la désinstitutionnalisation dans les milieux psychiatriques. Et je dois vous dire que tout le monde avait de beaux espoirs par rapport à ça, puis on retournait les gens dans leur milieu et tout, mais on sait que ça n'a pas été un succès. Puis moi, je redoute que la politique de soins à domicile, étant donné que ça demande énormément de ressources à tout point de vue, que peut-être que les ressources suivront pas, puis qu'on va encore avoir besoin des CHSLD, des CH et des maisons de soins palliatifs pour donner les soins de fin de vie au complet. Alors, ça nous préoccupe beaucoup. Dans notre mémoire, on a fait aussi état du fait que donner des droits, comme on a consacré les droits à l'aide médicale à mourir et au respect des volontés dans le préambule, dans l'article 1, dans l'article 16, on donne des obligations aux établissements à l'article 8, mais par ailleurs, ces droits-là, on n'a comme pas possibilité de les exercer. C'est contraire au principe de droit et je dois vous soumettre humblement également que je crois que c'est la Chambre de notaires qui a fait un sondage léger marketing il n'y a pas longtemps où 83% de la population voulait avoir l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée, ce qui veut dire que la population est largement favorable à l'aide médicale à mourir. Vous donnez le droit à toute personne d'y recourir, mais on n'a pas les ressources ou on n'a pas le moyen ou on ne pourra pas le faire dans telle circonstance, ni dans telle autre, ni dans telle autre. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Je pourrais répondre.
Je pourrais répondre aux questions plus tard. J'aurais aimé qu'on parle un peu, si ça vous intéresse un peu, du statut des maisons de soins palliatifs, du contrôle, puis de l'intégration qu'ils ont maintenant dans le réseau régional des soins puis de la santé, puis du fait qu'il y aurait peut-être des solutions à apporter qui garantiraient en même temps les droits des personnes et en même temps les droits à l'objection de conscience des médecins. Mais comme là, je suis pressée par le temps, peut-être que vous pourrez me poser la question tout à l'heure. Alors, M. Boulet va vous parler des directives médicales anticipées et de l'aide médicale à mourir. Maître Boulet. Merci. Vous avez 5 minutes. Merci. Alors, moi, comme ma collègue, je salue le travail du législateur qui a fait de grands pas vers une modernisation des réalités, de la réalité qu'est la fin de vie. Mais, à notre sens, il reste un autre pas à franchir, et c'est l'accès à l'aide médicale à mourir dans le contexte des directives médicales anticipées. Je sais qu'il y en a été question dans la présentation précédente. On n'est pas d'accord avec la présentation précédente. Alors, il est heureux que le législateur ait pris position. Quand la personne souffre, elle aura droit de demander et d'obtenir l'aide médicale à mourir si elle est apte et elle a rempli des conditions prévues par la loi, et ce, au nom de l'autonomie et de la dignité. Cependant, une autre personne tout aussi souffrante n'y aura pas accès parce qu'elle est devenue inapte, et ce, même si elle aurait souhaité le prévoir alors qu'elle était apte. Nous nous demandons pourquoi une personne atteinte d'une maladie dégénérative à progression lente qui affectera inéluctablement les fonctions cognitives et toutes les sphères de ce qui constitue un être humain, telle la maladie d'Alzheimer ou la démence, serait condamnée sans appel à savoir qu'un jour, non seulement elle sera désorientée, perdra sa mémoire, ne reconnaîtra plus ses proches, sera incapable de se nourrir, deviendra incontinente et incapable de pourvoir à sa propre hygiène, mais en plus, on ne pourra pas lui permettre de mettre fin à ses souffrances causées par une autre maladie qui, pourtant, serait devenue intolérable pour elle. Comment justifier de priver la personne d'une telle aide le moment venu alors qu'elle sait ou qu'elle craint qu'elle deviendra inapte et qu'elle souffrira inéluctablement? Au début de notre travail, on formulait deux hypothèses. La première était que le législateur n'avait pas souhaité ce trou dans la loi et notre proposition était de clarifier et changer certains textes. Mais il semble, de ce que j'ai compris, que le trou en question est voulu par le législateur et dans ce cas, nous croyons que si cette catégorie est exclue, c'est non seulement une erreur, mais ça constitue quant à nous un recul dans l'état de notre droit. Ce droit, qui est maintenant aujourd'hui reconnu au préambule du projet de loi 52 et à l'article 1, instaure un régime où la primauté de la volonté de la personne est reconnue pour toute personne sans distinction. Cependant, il y a une ambiguïté au niveau des articles 45 et 52 et la lecture peut conduire vers deux interprétations différentes. Alors, ou bien ces termes englobent toute la gamme des soins de fin de vie, dont l'aide médicale à mourir. Si c'était le cas, il faudrait clarifier la loi, puisque la primauté des volontés exprimée par directive médicale anticipée, formulée sans contredit par l'article 52, stipule que ces volontés ont la même valeur que si la personne les avait exprimées alors qu'elle était apte à consentir aux soins. Alors, ce droit qui est reconnu par l'article 2 devrait se continuer dans une directive médicale anticipée et s'appliquer également à l'aide médicale à mourir. Si toutefois l'aide médicale à mourir est aussi associée à un soin, le projet de loi sur les soins de fin de vie devrait permettre de demander et d'obtenir cette aide médicale à mourir par directive médicale anticipée et pour éviter tout doute, le législateur devrait le dire clairement. Si par contre, en employant le mot « soins » seul ou accompagné de médicaux, le législateur a voulu faire une distinction dans les soins de fin de vie pour exclure l'aide médicale à mourir des directives médicales anticipées, il nous semble que cette restriction n'est pas conforme aux règles de droit ni acceptable dans le contexte d'une société libre et démocratique. Notons également en passant que ça pourrait soulever un gros problème au niveau du droit constitutionnel.
Alors, étant donné que le droit à l'aide médicale à mourir et le droit de demander des soins à l'avance sont conférés par le projet de loi, il faudrait se demander s'il serait légal de prohiber aux personnes devenues inaptes la demande d'aide médicale à mourir exprimée dans un véhicule valide qui a été consacré exécutoire et prioritaire par le projet de loi et par la jurisprudence. Pour répondre à cette question, il faut appliquer le test de l'arrêt Oaks qui a été présenté largement devant vous et nous sommes d'avis, comme bien d'autres, que une telle prohibition ne respecterait pas la charte et le droit reconnu. Le dernier argument, quant à nous, c'est quant à la possibilité de demander l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée est celui de l'aspect discriminatoire d'une telle prohibition. En effet, Pardon? En conclusion, s'il vous plaît. Alors, donc, une personne pourrait avoir accès alors qu'elle est apte et souffrante, une autre, tout aussi souffrante, n'y aurait pas accès. Et pour nous, ça constituerait une discrimination fondée sur un handicap, c'est-à-dire l'inaptitude. Alors, on propose dans notre mémoire des ajouts au projet de loi et je vous invite à lire nos modifications, les propositions aux articles 53 ou 29 que nous proposons. Merci pour votre présentation. Maintenant, pour le premier bloc de mouvement, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir à vous trois. Maître Chalifou, Maître Boulet, Maître Boyd. Alors, merci de votre contribution significative à nos travaux, comme la dernière fois. C'est très bien aussi de savoir que cet institut est maintenant sur pied. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution qui se fait en termes de planification de soins de fin de vie. Donc, c'est certainement un moyen de donner à tous ces développements-là un essor encore plus important, de répondre aux besoins aussi de la société à cet égard-là. Passons tout de suite dans le vif du sujet pour vous rassurer un peu. Parce que si on a fait un projet de loi qui vient prévoir l'aide médicale à mourir, non, ce n'est pas juste pour dire, tiens, ça va être joli, on va maintenant dire que l'aide médicale à mourir peut exister. Quoique ça aurait pu être ça, dans le sens que ça aurait pu être la totale liberté de chaque professionnel et de chaque établissement. Donc, je vous rassure, il y a une obligation pour les établissements d'élaborer une politique de soins de fin de vie et d'offrir donc l'ensemble des soins de fin de vie. L'article 65, il est, et je vous, c'est peut-être subtil, mais je vous invite à le regarder. Il parle d'un établissement qui n'offrirait au moment de l'adoption de la loi que des soins palliatifs. En fait, c'est la clause Michel Sarrazin. Donc, c'est une clause qui ne vise qu'un seul établissement, la seule maison de soins palliatifs qui est en fait un établissement. C'est parce que Michel Sarrazin n'a pas le même statut. C'est la première maison qui a été créée et à l'époque, elle avait été créée et elle a eu la reconnaissance d'établissement, si vous voulez. Et en fait, c'est qu'on la considère généralement comme une maison de soins palliatifs. Et elle a été, on a voulu lui donner la même latitude, donc je voulais le porter à votre attention. Ça va peut-être vous rassurer pour la suite des choses. Donc, c'est pour ça, on n'a pas voulu mettre Michel Sarrazin dans le libellé. Là, ça aurait été plus simple, ça aurait été plus clair, mais pour des questions de légistique. Donc, le nom aurait pu changer, il y a différentes réalités. Donc, ça a été libellé comme ça, mais je vous le dis, pour qu'on se comprenne, c'est la clause Michel Sarrazin, parce que la maison va être considérée au même titre que les autres maisons. On pourra revenir, je sais que vous souhaiteriez revenir, ça va m'intéresser aussi de vous entendre. Ce choix-là a été fait de ne pas assujettir les maisons de soins palliatifs à l'obligation d'offrir tous les soins de fin de vie, mais à l'obligation de dire aux personnes qu'elles admettent lesquels elles offrent. Mais par ailleurs, pour les établissements du réseau, l'obligation est là pour l'ensemble des soins de fin de vie. Donc, clarification que je voulais porter à votre attention. Pour tout ce qui est de la question de la possibilité de prévoir par directive médicale anticipée l'aide médicale à mourir, je l'ai dit, lorsque j'ai déposé le projet de loi, ça n'a pas été inclus dans le projet de loi, donc c'est pas, effectivement, vous le lisez bien, c'est par le truchement donc de l'article 26 où on dit que la personne doit être apte. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas la possibilité à l'heure actuelle.
le choix a été fait parce qu'on attendait le rapport du Collège des médecins qui avait été mandaté spécifiquement via une recommandation de la commission spéciale. C'est une question qui est excessivement complexe parce que c'est certain qu'on peut l'avoir d'un strict point de vue de droits et libertés, de comment est-ce qu'il y a une justification ou il n'y en a pas en vertu de l'article 1 et tout ça. Mais l'idée, c'était aussi de regarder comment les critères que l'on prévoit pourraient s'appliquer aussi dans le cas où la personne, elle est inapte, donc elle n'est pas capable d'exprimer puis d'entrer en relation significative avec le soignant. Bref, on avait beaucoup de questions lors des délibérations de la commission spéciale. On a demandé au Collège des médecins qui a mis en place un comité, donc on voulait regarder. Et c'était aussi pour nous une manière de pouvoir en discuter. Mais le choix avait été fait de ne pas l'inclure parce que les assises ne nous apparaissaient pas assez solides. Et je dois vous dire, vous le voyez, presque systématiquement, ça fait l'objet d'échanges avec les gens qui viennent. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui sont pour l'aide médicale à mourir, il y en a qui sont contre. Donc, c'est une question qui n'a pas été tranchée dans le projet de loi pour ces raisons-là. Mais j'aimerais ça vous entendre quand vous dites s'il y a un problème là, parce que la personne qui devient inapte ne serait pas dans la même situation, n'aurait pas accès à la même chose. Je vous suis. En même temps, il y a des limites qui sont mises aussi dans toute société. Les mineurs, les personnes inaptes depuis le jour 1, j'aimerais ça, qui sont inaptes de naissance, par exemple. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et 2, admettons qu'on suit votre recommandation, est-ce que certains ne pourraient pas venir dire que du fait qu'il est excessivement complexe d'évaluer la souffrance constante et inapaisable d'une personne qui n'a pas les mêmes manières de s'exprimer, qu'en fait, on n'est peut-être pas capable de faire l'évaluation pour cette personne-là que la manière qu'on serait capable de la faire pour une personne qui est apte. Maître Chalifou. Je ne sais pas si je ferais un accro au protocole, Monsieur le Président, mais ma compagne qui est ici aurait 3 minutes qu'elle n'a pas pu faire parce que nous avions débordé de notre temps. Est-ce qu'on pourrait lui permettre d'expliquer, parce qu'elle a fait un travail sur les directives médicales, elle aurait un petit 3 minutes à vous exposer. Est-ce que c'est possible de faire ça? De consentement. Oui, certainement. De consentement? Certainement. Bon, si c'est alors, sur le Maître sujet, Boyd, c'est sur le sujet. Et puis on pourra répondre par la suite. Maître Merci Boyd. beaucoup. OK. Eh bien, je vous remercie. En fait, il y avait plusieurs clauses de nature générale. Pour répondre à Madame tantôt, vous avez eu une question qui a été posée sur les définitions. Alors, on croit que c'est nécessaire de définir certains termes comme la personne de confiance, qui est une nouvelle création de la loi. Définir vraiment ce qu'est un soin palliatif. La sédation palliative terminale, parce que cette sédation rend la personne inconsciente. L'aide médicale à mourir. Plusieurs se demandent quelle est la différence avec l'euthanasie. Soin. Le mot soin est employé très souvent sans qu'il soit clair s'il englobe ou non les soins de fin de vie, comme le disait ma collègue. Alors ça, c'est pour la section des définitions. Pour la section des dispositions diverses à l'article 43, on propose un ajout pour la personne qui est décédée à la suite d'une sédation palliative terminale ou d'une aide médicale à mourir. On propose d'ajouter que cette personne est réputée décédée de mort naturelle, et ce, pour éviter des difficultés d'interprétation. Dans la section directive médicale anticipée, disposition générale, à l'article 49 pour l'enregistrement des directives médicales, on propose l'ajout de personnes qui pourront verser les directives médicales au registre. Entre autres, on propose la personne elle-même et la personne de confiance. Ça, c'est pour éviter que des personnes qui n'en ont pas les moyens n'aient à avoir recours à des professionnels du droit, pour leur éviter d'avoir recours à des professionnels du droit. Pour ces mêmes raisons et pour une question d'efficacité, le directeur des archives de l'État civil devrait gérer ce registre. Même section, la constatation de l'inaptitude à l'article 51.
on aimerait qu'il soit rajouté que le médecin doit rapporter cet état d'inaptitude au dossier du patient et en informer immédiatement la personne de confiance. Parce que l'avènement de l'inaptitude est de la plus haute importance tant pour l'inapte que pour la personne de confiance, puisque c'est le moment où les directives prennent effet. Nous suggérons 2 nouveaux articles dans l'organisation des soins de fin de vie, un article sur l'accès à l'information. Il faut créer pour le dispensateur de soins une obligation de divulgation de renseignements qui est corrélative au droit d'accès. Le recours, on sait que le véhicule approprié en cas de refus d'accès est la commission d'accès à l'information. Le recours à cet organisme engendre des délais qui se traduisent en semaines au pluriel, alors que le patient est en situation d'urgence. Ce n'est pas une critique envers la commission d'accès, c'est tout simplement qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur au niveau des échéances. Enfin, pour terminer, on aimerait rajouter un article sur l'immunité, un article qui se lirait comme suit. Nul ne peut être tenu responsable pour avoir agi de bonne foi et conformément aux dispositions de la présente loi. Alors, cet article s'adresse aux personnes de confiance et au personnel médical qui craindraient de ne pas être couverts par les dispositions de la loi. Merci. Alors, merci, Madame. Alors, Maître, on retourne au bloc de gouvernement. Madame le ministre. OK. Alors, je vous repose ma question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez répondre sur la question de la considération des différents groupes. Et là, si vous dites qu'il faut ouvrir, est-ce que vous ouvririez aussi pour les inaptes et de naissance et les personnes mineures? Dans nos propositions et dans les propositions qu'on fait au niveau des modifications au projet de loi actuel, la directive médicale anticipée, si elle doit prévoir l'aide médicale à mourir, ça doit être fait par une personne qui est apte. Donc, ça exclut les mineurs et ça exclut les personnes qui ont toujours été inaptes. Alors, la directive doit être valide conformément aux dispositions de la loi et ensuite, on ajoute des conditions additionnelles pour couvrir le cas des personnes devenues inaptes. Et notamment, c'est une personne de confiance désignée dans la directive médicale anticipée qui devra s'assurer de la communication de la directive médicale, de la demande d'accès à l'aide médicale à mourir. Et les souffrances doivent être objectivées. Et là, sur ce volet de votre question, je vais référer à ma collègue Maître Chalifou, qui, elle, a de l'expérience au niveau des soins palliatifs. Et apparemment, il existe des mesures qui permettent d'objectiver les souffrances. Je vais prendre le problème un petit peu différemment. De toute façon, je pense que la question de la discrimination a été un petit peu escamotée, mais moi, c'est vrai, j'ai œuvré un peu dans les domaines des soins palliatifs et je m'imagine 2 patients qui sont dans 2 chambres côte à côte, un patient qui a demandé l'aide médicale à mourir, disons, admettons qu'il y a un cancer du cerveau, mais qui est encore apte, il le demande, il va l'avoir. Et de l'autre côté, vous avez une patiente qui souffre de manière intolérable, disons, parce que le cancer du cerveau, c'est très souffrant d'habitude, docteur Paul-Duc le sait. Alors donc, elle est dans la même situation, mais cette personne-là est devenue inapte pour toutes sortes de raisons. Ça fait peut-être pas longtemps, mais je veux dire, les souffrances sont intolérables, la maladie est terminale, tout est pareil, sauf l'inaptitude. Et je me trouverais vraiment, en tout cas, dans un dilemme assez spécial de dire, on vous le donne à vous, mais on vous le donne pas à vous parce que vous êtes inapte. Vous l'avez demandé, vous avez fait une demande, vous l'avez faite dans votre planification de vie, dans vos planifications de soins, etc. Et je dois vous dire que dans les personnes qu'on aide à faire leur directive médicale anticipée, la question de l'aide médicale à mourir est une question très importante. Et quand on leur dit qu'ils peuvent le demander, mais on ne sait pas le jour où ils sont inaptes s'ils vont pouvoir l'avoir, ils sont très déçus. Puis souvent, ils nous disent, ça vaut vraiment pas la peine de faire des directives médicales à ce point de vue-là. Alors, il y a ça. Deuxièmement, il y a l'objectivation de la souffrance. C'est sûr que
la souffrance telle que la personne la ressent, parce que c'est comme ça dans l'article 26, on dit que la souffrance était tolérable dans son opinion à elle. Ça, c'est exclu, on peut pas faire ça. On peut le faire avec des grilles d'évaluation. Je veux dire, c'est peut-être... je sais pas, il y a peut-être des opinions au contraire, mais il y a beaucoup d'opinions médicales, puis il y a beaucoup d'infirmières qui font beaucoup d'évaluations de douleur de personnes qui ne sont même, on fait une évaluation de la douleur des personnes qui sont sous sédation terminale, parce que éventuellement on peut par certains signes, le pouls, la grimace, le fait quand on les mobilise, etc. Tout ça, on est capable de voir un peu, puis on peut dire cette personne est en douleur, on va lui donner plus d'opiacés ou quelque chose comme ça. Je suis à peu près sûre, moi, que dans des cas qui sont vraiment comme des cancers ou des maladies qui sont réputées être très douloureuses, qu'on est capable de faire une objectivation de la douleur. Et à ce moment-là, on pourrait demander à 2 médecins de faire l'objectivation de la douleur pour qu'on soit très sûr que ce soit une douleur qui est intolérable. Ça, moi, je crois qu'on peut... C'est pas une condition qui fait qu'on ne pourrait pas donner l'aide médicale à mourir à des personnes qui sont inaptes. Ensuite de ça... la question de savoir si la personne l'aurait vraiment voulu, aurait pas changé d'idée, tout ça. Bien, il y a une personne de confiance, dans probablement 90%, il va y avoir une personne de confiance. Et nous, on suggère que la personne de confiance ait aussi une déclaration officielle à faire et qu'elle le mette, que ça soit mis au dossier, qu'elle a pris connaissance, et comme ma consoeur le disait, elle a eu l'accès au dossier, elle est en connaissance de cause et elle va signer une déclaration comme quoi elle est confortable avec le fait que le temps est venu de donner l'aide médicale à mourir, que la personne qu'elle connaît bien, puisqu'elle la représente et qu'elle a fait des directives médicales anticipées, les conditions sont là, sont arrivées, c'est le moment. Et je pense que donc, le double consentement, le fait qu'on ne pourrait pas s'en plaindre puisque le mandataire est d'accord, l'évaluation objective de la douleur, tous les autres critères sont là. Je veux juste peut-être souligner que ce serait pas des cas où une personne meurt de la maladie d'Alzheimer en général, parce qu'il est très rare qu'il y ait des souffrances intolérables. On pourrait pas les gens pourraient pas dire où on va faire l'aide médicale à mourir à tous les Alzheimer, on va les faire. Non, c'est pas ça. C'est que la personne aurait une maladie terminale autre que ces maladies-là qui, en général, ne causent pas de douleur intolérable, parce qu'il y a rien qui empêche une personne qui est Alzheimer d'avoir un cancer du pancréas. Elle peut souffrir énormément, peut avoir un cancer de la colonne, puis être dans un état de souffrance énorme, puis celle-là, on l'abandonne, on s'en occupe pas. Elle a fait une directive, on la respecte pas. Je trouve ça difficile je veux dire, humainement, je trouve ça difficile, puis juridiquement, je trouve que c'est pas justifiable. Puis on n'est pas les premiers. Hein. En Belgique, il y a des cas où ça se fait. Puis en Hollande, ça se fait sur des critères encore qui sont extrêmement bien scrutés et toujours avec la directive médicale anticipée valide, obligatoire au début. Ça, c'est un sine qua non, parce que vous parliez tout à l'heure de ce qui est acceptable dans une société libre et démocratique. C'est sûr que il y a des conditions des fois, puis il y a des restrictions qui sont acceptables. Ben celle-là, selon nous, elle en serait une. Alors, c'est dans ce cadre-là, qui est encore plus restreint que celui de l'article 26 et 28, où nous pensons qu'on pourrait permettre l'aide médicale à mourir avec une directive médicale anticipée. Si maintenant, au premier bloc du gouvernement, pour l'opposition officielle, le premier bloc, Mme Depé-Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir. Merci de venir partager avec nous vos réflexions sur le projet de loi 52. Je vous écoute concernant la question des directives médicales anticipées et moi, ce qui me préoccupe dans la question du tiers ou du mandataire qui pourrait valider ou exprimer le changement d'idée qui est prévu à l'article 27, c'est que ce tiers-là, ce mandataire-là, bien souvent, est celui ou celle sur qui repose toute la responsabilité de s'occuper de la personne qui est devenue inapte. Et dans quelle mesure on peut s'assurer que son jugement
sera vraiment ou correspondra vraiment à celui de la personne qui a émis des directives médicales anticipées. Parce que le projet de loi, justement sur la question, pour une question d'autonomie, porte ou accorde une importance à la possibilité pour la personne de changer d'idée, de revenir sur la décision, de dire bon, finalement, je suis pas prête, parce que on parle pas d'un refus de traitement ici là. On parle d'aide médicale à mourir, on parle de la mort. Alors c'est docteur, administrez-moi de façon très très simple là, c'est administrez-moi une dose létale et je vais mourir. Pas vous allez pouvoir me réveiller, je vais mourir. Alors, dans le contexte de l'importance de cette décision-là, moi, je comprends du texte législatif de l'article 27 qu'on permet jusqu'à la toute dernière minute aux patients de dire « Oups, c'est trop là. Je pensais que j'étais prête, mais je suis pas prête. » Parce que c'est ce que les gens nous disent. Il y a bien des gens qui viennent nous le dire, des gens qui œuvrent en soins palliatifs. Bien souvent, lorsqu'on est en pleine forme, on a une vision de l'avenir, on a une vision de ce qui sera acceptable et ce qui ne le sera pas. Et une fois rendu dans cette situation-là, nos perceptions changent ou nos critères vont changer. Et donc, si on modifie, si on suit vos recommandations et on accorde l'aide médicale à mourir via les directives médicales anticipées. Et on permet qu'une personne, une fois rendue inapte, puisse accéder à cette aide médicale à mourir-là. Bien, on n'a plus cet élément-là où la personne peut toujours changer d'idée, où la personne est capable d'apprécier le moment présent et dire, finalement, c'est pas ce que je souhaite. On laisse ce choix-là reposer sur les épaules d'un tiers qui peut être épuisé, qui peut être à bout, qui peut être découragé, qui n'aura pas nécessairement non plus la même perception de la souffrance. Donc, moi, cet élément-là me fait accrocher. Je comprends vos notions, les notions de vraiment du respect de la personne et du choix individuel, mais en même temps, une fois la personne inapte, elle ne peut plus manifester le fait qu'elle a peut-être changé d'idée. Et on laisse ce dernier élément-là entre les mains d'un tiers. Est-ce que c'est pas trop subjectif? Est-ce que c'est pas... je vous pose la question parce que Le constat qu'il faut faire par rapport à toute la question d'inaptitude, c'est que c'est jamais du tout blanc ou du tout noir. Tous les conférenciers le disent. On se demande toujours, avant de dire qu'une personne est inapte, elle est inapte à quoi? Alors, il ne faudrait pas prendre pour acquis, je crois, que parce que la personne est devenue inapte à quelque chose, elle est nécessairement inapte à refuser l'aide médicale à mourir qu'elle a par ailleurs peut-être souhaité alors qu'elle était apte dans une directive médicale anticipée. C'est pourquoi dans les propositions de modification législative, les propositions de modification, on écrit spécifiquement que la personne peut retirer ou peut refuser en tout temps, et apte ou inapte à toute fin pratique, et en aucun cas, c'est un soin qui peut être forcé, d'une part. D'autre part, à la fin du processus, en cas de doute, on prévoit aussi que la question peut être soumise à un tribunal. Mais avant tout ça, ce que nous, on propose, c'est que la décision ne reposera pas ou ne sera pas initiée par le tiers en charge ou épuisé ou fatigué. Ça vient d'abord d'un constat médical quant à l'état irréversible. Donc, les conditions de l'article 26
doivent être rencontrés d'abord. Donc, c'est pas la personne tierce, la personne de confiance ou le mandataire qui décide qu'aujourd'hui, il y a une aide médicale à mourir qui va être prodiguée à cette personne-là. C'est d'abord et avant tout un constat d'un médecin qu'il existe des souffrances physiques et psychiques constantes, que la maladie est irréversible. Il existe des directives médicales anticipées valides au sens de la loi, publicisées au sens de la loi, et à partir de là, le médecin doit obtenir une deuxième opinion d'un de ses collègues quant à l'état irréversible de la maladie, quant à l'état des souffrances, et à l'issue de ça, la personne de confiance remplit un formulaire dans lequel elle reconnaît avoir reçu les informations, consulté le dossier médical et rempli les formulaires, les conditions prévues aux autres articles de la loi, dont à l'effet qu'elle a eu l'occasion de poser un consentement libre et éclairé quant à la condition de la personne vulnérable. Alors, toutes les conditions, à notre avis, sur des craintes de pente glissante ou de la trop lourde responsabilité qui reposerait sur les épaules du tiers épuisé ou de la personne de confiance ou du mandataire, à notre avis, seraient évacuées par ces formalités tout à fait obligatoires qui seraient inscrites dans la loi. Et si Madame députée Gatineau. Dans l'article que nous proposons, il y a toujours aussi la possible recours au tribunal. En cas de difficulté, que le médecin trouve que c'est peut-être pas approprié à ce moment, ou que le mandataire, ou que toute personne intéressée, bien, on peut avoir l'opinion, disons, un jugement d'urgence par un tribunal. Alors, ça fait beaucoup de conditions qui pourraient le permettre, selon nous, en tout cas. J'aimerais rajouter aussi un petit commentaire. J'ai dans mon entourage une personne dont le père est atteint d'Alzheimer à un tel point que, en fait, c'est son père, oui, ne reconnaît plus ses enfants. Okay? Alors, lui, il dit, moi, si jamais là, j'ai l'Alzheimer, je me tue. Je le sais, je me tue. Alors, cette personne-là, si elle savait que par aide médicale, par directive médicale anticipée, peut mettre des balises sur sa condition éventuelle où elle serait devenue inapte, ça pourrait prolonger sa vie de 2, 3, 4 ans, dépendant du seuil qu'elle aurait exprimé. Si maintenant au premier bloc de l'opposition officielle, maintenant pour le deuxième bloc du gouvernement, Madame la ministre. Oui. L'idée de mettre le recours, admettons là, qu'il y aurait une ouverture, l'idée de mettre le recours au tribunal systématique. Hein? Non, d'accord. Oui, je t'écoute ça. Est-ce que c'est quelque chose? Parce que il y a des situations en cas de refus de soins déraisonnables. Je veux dire, il y a déjà des situations où on n'a pas le choix d'aller au tribunal. Donc, parce qu'il y a un autre groupe qui nous a parlé de cette réalité-là. Je pense que c'est le barreau. Donc, est-ce que vous pensez que ça, c'est une mesure même qui pourrait être souhaitable, de mettre un recours au tribunal systématique, directive médicale anticipée, évidemment, rencontre des critères, plus autorisation du tribunal? Maître Chalifou. Personnellement, je ne crois pas. Si tous les médecins sont d'accord, si le mandataire est d'accord, s'il n'y a aucune des personnes intéressées, parce qu'on peut peut-être élargir à la famille aussi, ne s'en plaint, que objectivement toutes les conditions sont valides et requises et sont exprimées. Est-ce qu'il faut recourir au tribunal à chaque fois? Personnellement, j'ai beau être avocate, le recours au tribunal, des fois, je trouve que peut-être qu'il ne faut pas encombrer les tribunaux pour rien. Si personne ne peut s'en plaindre et que toutes les conditions sont là, que la personne ne le refuse pas, puis que si elle a encore un brin de compréhension, elle le veut, c'est encore mieux, mais sinon, si elle ne s'en plaint pas puis qu'elle refuse pas, tout est là pour que ça puisse se faire. Puis je voudrais dire, entre parenthèses aussi, que ça ne sont pas des décisions qui appartiennent ni au médecin, ni à la personne de confiance. C'est la décision que la personne a prise elle-même. Elle est anticipée, mais c'est sa décision. Alors, pourquoi recourir au tribunal quand tout va si bien
Dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit, là, c'est sûr que le recours au tribunal est nécessaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Madame la ministre. Oui, j'aimerais maintenant qu'on aborde la question des soins. Parce que vous dites qu'il n'y a pas une constance dans l'utilisation du terme soins. Donc, je vais vous exposer comment le projet de loi est monté. Donc, les soins de fin de vie comprennent les soins palliatifs de fin de vie. On ne dit pas de fin de vie à chaque fois parce qu'on est dans le contexte de la fin de vie. Ça, c'est la base de notre projet de loi. Donc, les soins de fin de vie comprennent les soins palliatifs. Les soins palliatifs comprennent la sédation palliative continue ou terminale. Par ailleurs, il y a l'aide médicale à mourir qui fait partie des soins de fin de vie, mais ce n'est pas un soin palliatif. Ça, c'est nos soins de fin de vie. Quand on arrive à la fin, dans les directives médicales anticipées, et on parle de soins médicaux, évidemment, les soins médicaux comprennent les soins de fin de vie. Mais pourquoi on... compris. C'est bon, OK. Pourquoi on ne parle pas à ce moment-là de soins de fin de vie? C'est parce qu'évidemment, les directives médicales anticipées s'appliquent à quelqu'un qui pourrait ne pas être en fin de vie. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui dit je veux pas être réanimé. Là, c'est sûr que s'il dit je veux pas être réanimé, il va devenir en fin de vie, mais ça pourrait être quelqu'un par ailleurs qui dit moi, je voudrais obtenir tel traitement plutôt que tel autre si j'étais inconscient, je voudrais qu'on me traite de telle manière, je voudrais... Bon. Donc, ce n'est pas sine qua non que la personne va être en fin de vie, donc qu'on est en contexte nécessairement, pour les directives médicales anticipées de manière générale, de soins de fin de vie. C'est pour ça qu'on parle alors de soins médicaux. Puis pourquoi soins médicaux plutôt que soins tout court? C'est que les soins, dans l'interprétation qui en est faite, on en a discuté longtemps parce que moi, j'avais du mal à comprendre aussi pourquoi il fallait mettre médicaux. Mais les soins au sens de la loi santé, services sociaux et tout ça, c'est beaucoup plus large que juste des soins médicaux. Donc, vous le savez très bien, des notions d'hébergement. Donc, on voulait que les directives médicales anticipées qui ont une valeur contraignante portent sur la partie médicale des soins et non pas sur toute la réalité des soins. Donc, je ne sais pas si ça vous apparaît, c'est ce que vous aviez compris ou pas tout à fait. Bien, c'est-à-dire, je ne sais pas si je peux laisser Maître Boulet répondre. Moi, le problème des soins médicaux, je l'ai vu un peu comme ça. Moi, ce que je trouve qui est questionnable ou que je plaiderais peut-être éventuellement, c'est que à l'article 52, vous dites que la directive médicale anticipée qui a été faite au moment où la personne était apte, elle vaut exactement aujourd'hui, alors qu'elle est inapte, comme si elle était apte. Donc, il n'y a pas de différence et je pense que c'est normal et c'est comme ça. D'ailleurs, le droit est comme ça. Alors, quand vous dites à l'article 26 que la personne peut demander l'aide médicale à mourir, la première condition, elle est apte, ben moi, je me réfère à 52 immédiatement, puis je dis, oui, mais la personne qui a fait une demande anticipée, on considère qu'elle était apte et qu'elle est encore apte. C'est comme une continuité d'aptitude, cette demande-là. Alors donc, c'est pas nécessairement vrai, ou en tout cas, ça pourrait être interprété que 52 permet, dans le moment, même si on faisait aucune modification à la loi, que la directive médicale d'aide médicale à mourir peut être acceptée ou agréée par le jeu de cet article-là, parce que c'est très péremptoire, hein, à 52. Et là, il n'y a pas de... Il y a aucune interprétation à faire sur le fait que de la validité et de la portée de la directive médicale anticipée, ce dont d'ailleurs je suis extrêmement fière et je vous félicite de l'avoir fait parce que vraiment ça consacre le droit et c'est très bien. Par ailleurs, nous, quand on dit on serait favorable dans les critères encore beaucoup plus restreints là, de l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée, on ajouterait à l'article 26 pour plus de clarté qu'il faut que la personne soit apte ou ait été apte au moment où elle a rédigé sa directive médicale anticipée pour être sûr qu'il ne reste pas ce problème d'interprétation-là.
Une minute pour un commentaire. Bien, je vous dirais que je comprends ce que vous plaideriez, mais moi, je plaiderais que puisqu'on a mis apte spécifiquement à l'article 26 et qu'on ne l'a pas fait nulle part ailleurs, ça doit s'interpréter comme une condition restrictive et donc la personne devait être apte à ce moment-là. Mais puisque c'est pas ça le but, on va s'assurer que ce soit bien clair dans le projet de loi. Au bloc du gouvernement. Alors, pour le bloc de l'opposition officielle, Madame la députée de Gatineau. Merci. Alors, je vais simplement terminer les échanges qu'on n'a pas eu le temps d'avoir. Tellement. Simplement mentionner que je comprends ce que vous avancez. On a d'autres groupes qui ont avancé la question aussi d'ouvrir les directives médicales anticipées à l'aide médicale à mourir. Mais je vous dirais que parfois, en cas de doute, dans des situations de droit nouveau, la prudence est aussi de rigueur. Puis c'est aussi notre responsabilité comme législateur. Est-ce que cette législation-là pourrait ultérieurement être contestée? Est-ce que sa validité pourrait être contestée? Peut-être. Ce ne serait pas la première fois. Puis d'ailleurs, ça m'amène à la page 2 de votre mémoire. Je sais que vous n'avez pas voulu vous prononcer, mais vous soulevez aussi toute la question constitutionnelle que soulève le projet de loi. Vous n'êtes pas avancé, mais ça aussi, c'est un élément qui pourra peut-être éventuellement être soumis aux tribunaux. Mais moi, je vous dirais, puis je pense que de notre côté, on est très... on adopte pas mal cette attitude-là, c'est qu'il s'agit de droits nouveaux, il s'agit d'éléments vraiment précis. Et l'aide médicale à mourir, je souscris beaucoup à l'argument de la ministre qu'il s'agit d'un soin d'exception. Et commençons dans un premier temps, si la loi devait être adoptée, allons-y avec une théorie des petits pas. Permettons aussi à la Commission de documenter, de faire un travail aussi de sensibilisation auprès de la population. Parce qu'il y a des groupes, vous nous avez fait part de vos préoccupations, mais on a aussi des groupes qui sont venus nous dire, des groupes tout aussi crédibles, tout aussi sérieux, venus nous dire « Attention, faisons attention ». Je pense que du côté du législateur, oui, du droit nouveau, mais du droit nouveau fait de façon responsable. Et là-dessus, je vais laisser la parole à mon collègue Le Jean député de Jean Talon. Merci, M. le Président. J'entérine 100% ce que ma collègue a dit. Il y a des gens qui sont venus présenter, puis il y en a qui ont dit complètement le contraire de ce que vous nous avez dit, puis ça avait l'air très vrai aussi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des jugements. L'autre élément, on est mis d'être plus prudent, de refaire un deuxième tour de roue. Il va y avoir d'autres travaux qui vont être faits. Et on va voir également comment on va appliquer déjà ce qui a été appliqué, ce qui ne sera pas facile. Je vais vous amener sur un autre sujet. Quand vous avez parlé tantôt des médecins, est-ce que ça va être disponible, l'aide médicale à mourir avec les médecins? Il y a 5 groupes de médecins qui sont venus. Collège des médecins, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des conseils des médecins dentistes et pharmaciens et l'Association médicale du Québec. Et tous nous ont dit qu'une grande majorité de leurs membres étaient d'accord. Puis j'ai eu le sondage, j'avais posé une question, on m'a répondu. L'Association médicale du Québec avait posé la question, il y aurait 60% des médecins qui seraient prêts à le faire. Là, je ne sais pas, là, 60% des médecins qui sondés qui seraient prêts à le faire. Là, je mets un bémol. Quand on a posé ces questions-là les premières fois, là, la définition de l'aide médicale à mourir, euthanasie, je pense que ce que les gens disaient qu'ils voulaient faire, à la fin de la vie, là, on est prêt à donner de la morphine pour soulager les gens, mais je ne suis pas certain qu'ils sont prêts à donner la grosse dose de morphine ou de barbiturique ou de curare pour faire mourir la personne en l'espace de 5 minutes. Il y avait Bon, il y a des nuances. D'ailleurs, je tiens à le dire, si c'est si bon que ça, c'est quand on va arriver dans l'application, mettons une hypothèse qu'on trouve peu de personnes qui veulent le faire, là, il va falloir que ces groupes-là viennent nous expliquer comment ça se fait qu'en commission parlementaire, ils étaient tous unanimes que ce ne serait pas un problème, l'accessibilité. Alors, la loi est basée là-dessus, c'est que les sondages ont été faits, les groupes médicaux, la population veut l'avoir. Le Québec est rendu au stade, je pense, où on est capable de l'offrir, comme dans d'autres pays. On n'est quand même pas les premiers au monde.
Ce qui fait que si jamais dans l'application on n'est pas capable de le faire, il y a des gens qui vont falloir qu'ils viennent nous expliquer pourquoi. Je tiens à défendre le prochain ministre, quelle que soit la personne. Il y a une responsabilité pas juste du gouvernement. Là. Il y a des groupes qui sont venus ici puis qui nous ont dit que ça fonctionnerait. Puis ils vont avoir la responsabilité. Puis s'il faut, s'il faut, on va sortir ce que je dis aujourd'hui en ce moment-ci, là, on le rappellera aux gens. L'application de la loi, là, ce ne sera pas juste la responsabilité du gouvernement. Ça va être la responsabilité de tous les gens qui sont venus ici puis qui nous ont dit que c'était une bonne chose de le faire et qui étaient prêts à collaborer. Qu'est-ce que vous en pensez d'une position comme ça? Parce que c'est le fun, c'est plaisant, on nous écoute, puis on nous enregistre, puis on va également nous écrire. Fait qu'on va, puis en passant, on les ressort 10 ans après, on les ressort ce qu'on a dit, puis on leur dit, on vous l'avait dit à l'époque. C'est Charles Fou. Alors, écoutez, moi, ça va me donner l'occasion, ça m'ouvre la porte à revenir à la question des maisons de soins palliatifs. Je comprends que dans la population des médecins en général, on devrait être capable, peut-être pas dans une grande quantité, mais on devrait être capable de fournir de l'aide médicale à mourir. Il y a assez de médecins qui se sont prononcés en toute connaissance de cause, là, qui n'ont pas pris ça pour de la sédation palliative terminale. Je crois que oui. Mon problème, c'est que je trouve que vous avez été très pudique et très peu audacieux par rapport aux maisons de soins palliatifs. J'aurais aimé que ces maisons-là soient traitées un peu comme les établissements, parce que depuis la loi 83, avec les politiques de M. Couillard de soins palliatifs, eux-mêmes se réclament de dire on donne des soins comme un centre hospitalier, un CHSLD, etc. On peut difficilement maintenant les considérer comme des organismes communautaires. Ils le sont dans un certain domaine, puis quand ils décident de faire des jardins, des endroits pour d'hébergement pour les familles, etc., c'est merveilleux, la communauté participe, mais pour la partie soins, selon moi, leur statut est beaucoup plus relié à la santé, puis de plus en plus, ils ont des obligations, des contraintes d'agrément, de contrôle et tout. Ce qui me fait dire, Dr. Bolduc, que avec toutes les ententes de consultants de tout genre que les maisons de soins palliatifs ont avec les C3S et les agences, il me semble qu'il serait possible qu'on puisse faire un système de consultants quand une personne est dans un endroit, une maison de soins palliatifs. Et moi, je pense, tout à fait comme le monsieur qui était ici tout à l'heure, qu'une personne va entrer là de bonne foi, pensant qu'elle n'aura pas besoin d'aide médicale à mourir, elle n'en demandera pas, mais que éventuellement, quand ça va évoluer, puis que là, à un moment donné, elle va vouloir l'avoir là, est-ce qu'on va transférer un agonisant dans un centre qui va se retrouver à l'urgence d'un hôpital? On fera pas ça. Mais s'il y avait des consultants, par exemple, et si les maisons de soins palliatifs étaient assujettis aux mêmes obligations que les établissements, à rapporter leur refus, à motiver leur refus, à faire leurs statistiques. Moi, je suis sûre qu'à ce moment-là, un consultant peut arriver. Regardez, là, la maison de soins palliatifs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fournit le local. C'est tout. Alors, il n'y a aucun médecin là-dedans là, qui est en objection de conscience puis qui a un problème d'éthique, ni même les infirmières. Parce que je vais avoir le droit de C'est répondre. tout? Monsieur le député, Monsieur le Président, je tiens absolument à répondre à ça. Ah bon? Écoutez, Ah non, ben alors, mais j'essaie de voir comme une parce qu'on n'a pas solution. beaucoup de temps. Écoutez, je trouve ça triste que des gens qui défendaient l'autonomie des personnes ne sont pas capables de défendre également l'autonomie de groupes qui sont indépendants du système de santé. Et même s'il y a du financement qui vient du système de santé, comme on fournit à des organismes communautaires, moi, je veux qu'on respecte le choix de ces gens-là. Le patient va le savoir en allant là, mais il y a un choix à respecter au niveau des maisons de soins palliatifs parce qu'il y a des gens qui sont venus témoigner ici. Les autres, quant à ça, ils ne feront plus dans les maisons de soins palliatifs, puis on va perdre des excellentes ressources qui font de l'excellent travail. Il faut juste qu'au départ, comme le projet de loi le prévoit, que le patient sache à quoi s'attendre. Pour le reste, je suis contre qu'on est toujours en train d'imposer, au nom de l'autonomie de chacun, aux autres ce qu'on ne voudrait pas se faire imposer soi-même. Merci, M. le Président. Est-ce que j'ai un droit de réplique? Non? Alors, pour le deuxième groupe d'opposition, Mme le député Groux. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence. Merci de un petit peu clarifier une situation qui, moi, m'apparaît depuis le début des auditions un petit peu complexe. Et quand on parle de discrimination, effectivement, le point que vous amenez, à mon avis, est très valable. Là où je voudrais vous amener, c'est quand on parle aussi de discrimination, parce qu'actuellement, on peut, avec des directives médicales anticipées, décider
qu'au moment d'un arrêt cardiaque, on ne veut pas de réanimation cardio-respiratoire, et c'est respecté. Alors moi, ma question depuis le début, et quand on fait ces directives-là, on est apte. Alors, depuis le début des auditions, je me dis, pour quelle raison quelqu'un qui déciderait, lorsqu'il est apte, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, on ne respecterait pas sa volonté à la fin de la vie. Alors là, bon, c'est un petit peu ce que vous avez répondu tout à l'heure. Je pense que je vous aimerais ça vous entendre là-dessus au niveau légal, cet aspect légal-là, parce que oui, il y a la discrimination par rapport à quelqu'un qui est apte puis qui a droit d'y avoir accès, mais aussi par la personne elle-même qui a droit de décider de ne pas avoir de réanimation cardio-respiratoire, mais qui se verrait refuser l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il y a un aspect légal où on peut invoquer encore une fois la discrimination à ce sujet-là? Mais voyez-vous, c'est... Maître Chalifou. Oui, je peux répondre? Les micros, c'est vous. Parfait. La base de notre argument, c'est un peu ça. C'est que la jurisprudence est très claire à ce niveau-là. Quand il y a une directive médicale anticipée, on doit la respecter, même si on croit que la chose est déraisonnable. Même si, parce que c'est toujours l'exemple de M. Corbeil qu'on donne là contre la Pointe Bleue, Manoir de la Pointe Bleue, qui avait décidé de faire une grève de la faim, qui voulait terminer ses jours comme ça, et l'institution dans laquelle il était a demandé au tribunal s'il devait le forcer à s'alimenter ou non. Et le juge a dit, cette personne-là est apte. Bon, alors elle fait une directive médicale anticipée, c'est-à-dire elle dit, quand je deviendrai inapte, je ne veux pas que personne me nourrisse, ni m'hydrate, ni m'alimente d'aucune manière, parce que lui, il voulait mourir. C'était ça son but. Et le juge Dufour, à cette occasion-là, ça n'a jamais été porté en appel, c'est le droit au Québec, a dit, la seule condition, c'est que la personne soit apte. Si sa volonté, c'est ça, on va la respecter. Si c'est pas de notre goût, si on trouve que c'est déraisonnable, c'est pas à nous à juger. La personne a jugé et on va le faire comme ça. Donc, c'est comme ça que ça serait passé si, par ailleurs, M. Corbeil n'avait pas changé d'idée éventuellement un jour. C'est ce qu'il a fait pour la petite histoire. Mais effectivement, pour nous, la directive médicale anticipée, elle a la même valeur et ce n'est pas parce qu'on demande l'aide médicale à mourir dans cette directive-là que tout d'un coup, ça devient quelque chose qui ne devrait pas être respecté. C'est un vœu exprimé comme un autre. C'est une directive comme une autre. Comme la personne peut demander la sédation palliative terminale ou qu'elle peut demander l'aide médicale à mourir, c'est légal. Je veux dire, elle ne demande pas quelque chose qui ne peut pas se faire ou qui éthiquement n'est pas correct. Quand la loi va être passée, elle demande l'application de la loi. C'est assez simple. Alors, je pense que juridiquement, et d'ailleurs, toute cette discussion-là, elle a lieu dans le moment à la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'affaire Carter. Parce que l'affaire Carter, c'est du suicide assisté, mais on peut faire le parallèle avec l'aide médicale à mourir. C'est des gens qui disent, nous, on voudrait le faire, mais on est handicapé, puis l'inaptitude, ça relève du handicap. On est handicapé, on peut pas le faire. C'est pour ça qu'on demande de l'aide. Alors, la Cour va juger bientôt, et ça va probablement mettre de l'eau au moulin aussi pour la loi ici, si la discrimination qui est faite par une personne handicapée de ne pas être capable de se donner la mort, de ne pas être capable de la demander, que quelqu'un le fasse pour lui, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Alors, à ce moment-là, je veux dire, la question de la discrimination entre en jeu, là. Malheureusement, le temps s'est écoulé. Maître Boulet, Maître Boyd, Maître Chalifou, merci pour votre présentation. Merci d'être avec nous ici ce soir. Et collègues, la Commission adjourne ses travaux au mercredi 9 octobre 2013, après les affaires courantes, soit vers 11 heures, à la salle Louis-Joseph Papineau, afin de poursuivre la consultation particulière et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 52. Merci, collègues.